Donc je vais continuer sur l'IFC. Donc qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? On va voir un peu le contexte et l'historique des IFC, et on verra que ça fait quand même une vingtaine d'années que ça existe. Les IFC, les outils de conception, et puis après on regardera plus particulièrement dans la vie comment ça se passe, comment je peux travailler et collaborer avec des IFC dans le vite. On verra également les cas d'usage et les limites que l'on peut avoir, puisque on va tout de suite voir que les IFC sont un format d'échange et pas un format de travail. Alors, l'objectif final que je vais vous exposer dans cette présentation, c'est l'interopérabilité, l'ingénierie concurrente, la base de données de projets uniques et centralisée, ça c'est important, qu'on va essayer de partager par les logiciels de tous les acteurs que constitue un projet. Donc c'est une version idyllique, ce schéma, c'est-à-dire que concrètement, je pourrais être un acteur, l'ingénieur structure, et travailler, partager mon projet uniquement en IFC. Bon, cette version idyllique est symbolisée par schéma et en général avec les outils qui sont associés. Bon, prudemment, cette volonté, l'un des facteurs de succès de l'IAI, qui est l'ancêtre de Building Smart, ça a été de faire évoluer le standard IFC en plusieurs étapes, marquées par des révisions successives du standard, lequel est devenu une norme depuis quelques années, suite aux accords passés avec le groupe de travail STEP, puisque l'IFC est issu du STEP. Donc pareil, c'est la même chose que l'on va retrouver en mécanique, le STEP et l'IAI. Donc après une période de recherche et de prototype, nous sommes aujourd'hui à la révision 4 de l'IFC, et cette révision 4, on peut dire que c'est une révision opérationnelle. Bon, si je reprends un peu l'histoire de l'IFC, ça fait 20 ans, ça a été démarré en 95, à l'initiative de plusieurs acteurs, dont Autodesk. On oublie souvent que au démarrage de l'IFC, il y a la société Autodesk. Elle n'était pas toute seule, mais elle était pour partie dans cette association qui était l'AIA. On avait d'autres sociétés, comme bien sûr Archibus, Timberline Software. Vous en aviez une douzaine. Donc l'objectif était de voir comment les différentes applications du secteur du bâtiment pouvaient dialoguer ensemble et quel était le potentiel de ce projet. Parmi ces 12 sociétés, certaines étaient ou sont liées bien sûr à la construction, d'autres à l'ingénierie ou d'autres au développement du logiciel, plus des informaticiens. Le point commun de tous ces gens-là, c'est d'investir dans l'avenir de l'industrie du bâtiment. Après une année d'efforts, 3 conclusions essentielles pour partir sur un go, c'était que l'interopérabilité était viable, avec un très grand potentiel commercial, le fait de pouvoir échanger les données très facilement. La norme devait être ouverte et internationale, ça ne devait pas être un format propriétaire ou protégé, et l'alliance devait s'ouvrir à toutes les parties intéressées dans le monde entier. Donc l'IAI voit le jour officiellement en mai 96 à Londres, et puis le 11 juin 2008, donc 12 ans plus tard, l'IAI change pour devenir Building Smart, change de nom, Building Smart International, et l'idée c'est d'améliorer la communication autour des objectifs de l'organisation. La représentation française de Building Smart, c'est Media Construct. Je vous invite à aller sur leur site respectif. Vous avez beaucoup d'informations sur les IFC. Donc Building représente tout l'environnement de construction et Smart représente la manière de construire, donc intelligence, interopérabilité, construction en équipe, etc. Le format IFC fut la première des normes développées par Building Smart. Donc la structure de la base de données IFC est dérivée du format STEP, qui est décrit dans une norme, la norme ISO 10303. Et ce format STEP fait office de référence dans le monde de la fabrication des produits industriels, en gros la méca, et permet l'échange des géométries et des données nécessaires à la fabrication. Le format STEP, c'est un format neutre, indépendant du ou des logiciels utilisés. Donc du STEP, on est passé au format IFC, donc on s'est dit concrètement ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose pour le bâtiment, et donc développer des classes d'objets de description pour les objets du bâtiment. Alors on verra un peu plus loin que les objets du bâtiment, c'est quoi? C'est pas que les objets que je vois, mais ça peut être aussi autre chose.
Une grue, c'est également un objet qui intervient dans la construction du bâtiment. Donc cet objectif qui nécessite deux choses, la définition donc d'un format ouvert qui est interprétable par tout système informatique et indépendamment du système ayant généré les données, et la couverture d'un très vaste domaine de connaissances correspondant à l'ensemble des catégories de produits, les pièces élémentaires, les assemblages, etc., etc. Et toutes les phases de cycle de vie du projet. C'est pour ça que la structure du format IFC est complexe. Pour ceux qui sont approchés à comment étaient décrits les classes IFC, on voit que c'est compliqué parce que nous, dans les bureaux d'études ou en tant que cabinet d'architecte, on s'intéresse qu'à une partie qui est importante, c'est la représentation graphique. Or, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments qui composent finalement la réalisation d'un ouvrage. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le format IFC, c'est un format d'échange de données entre différents logiciels de CAO ou BIM du marché. Donc, pour importer ou exporter un fichier IFC, le logiciel de conception, par exemple Revit, va faire appel à une couche logicielle qui va se charger de transcrire les données en IFC à travers une table de correspondance. En aucun cas, c'est un format de travail. Je ne travaille pas en IFC. Je vais échanger en IFC. C'est-à-dire que mon objet qui est dans Archicad, par exemple, il va être, ou d'autres produits, mais des produits qui peuvent œuvrer dans la partie BIM ou dans Revit, cet objet, c'est une porte, par exemple, je vais prendre, grosso modo, on va la transformer pour qu'elle corresponde à la description IFC. Et puis ensuite, si je vais aller dans un autre logiciel, je vais l'importer ou la lier, et puis il va y avoir une conversion qui va se faire de ce descriptif IFC vers les objets que le logiciel sait décrire. Donc la porte qui est dans Archicad va devenir une porte dans Revit pour peu que j'ai les classes d'objets qui soient bien définies, mais en aucun cas c'est la même porte. Je ne travaille pas dans un format de fichier IFC. Alors ça c'est important parce que souvent il y a confusion là-dessus entre format de travail et format d'échange. Des formats il y a des formats qui sont génériques. Je prends le JPEG par exemple, c'est un format générique. J'utilise Photoshop ou un autre produit ou Snagit, je vais pouvoir générer du JPEG directement et travailler dans le même fichier. Dans l'IFC, non, ça va toujours être je vais passer par des tables de correspondance. Donc pour que le système fonctionne comme attendu, Revit par exemple propose des paramétrages qui permettent de définir la conduite à tenir. Ces paramètres sont regroupés dans tout ce qui est nommé les tables de correspondance. Donc si je suis membre d'une équipe dans un environnement collaboratif autour d'un projet BIM, je serai sans doute appelé à travailler avec le format IFC. Ça c'est sûr et certain. On va voir d'ailleurs à la fin qu'il y a une augmentation des projets qui travaillent en IFC. On va regarder ça sur des marchés qui sont plus matures que nous. Le nombre de disciplines impliquées dans un projet de construction étant très important, toutes les structures ne travaillent pas avec les mêmes logiciels. Aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas avec Revit ou tel produit. Donc, l'inévitable question de l'interopérabilité va se présenter. Pour permettre la création d'une maquette BIM, il faut utiliser donc un langage neutre, connu de tous et capable de considérer toutes les disciplines. C'est le rôle donc du format IFC. Chacune des sociétés exportera le modèle BIM de sa discipline respective et il deviendra alors possible d'agréger tous ces fichiers pour obtenir le modèle BIM du projet pluridisciplinaire dans son ensemble. Si je regarde un peu la partie de comment finalement est structuré un fichier IFC, là ici je vois par exemple à travers cette image que j'ai bien des catégories, je vais parler de Revit, mais j'ai bien des catégories Revit qui correspondent à des classes d'objets IFC. Il va falloir donc que je paramètre ça correctement dans mon projet Revit. Et ensuite, quand je vais exporter mon fichier IFC, il va avoir une représentation. Cette représentation, c'est tout simplement ce qu'on appelle la matérialisation d'IFC. C'est un fichier dans sa forme commune qui est un fichier ASCII en texte brut. Vous pouvez ouvrir un fichier IFC avec le bloc-notes. Ce sont des lignes qui se suivent, qui sont numérotées. Le schéma définit comment le texte brut est transformé en agrégat d'objets avec des relations et un héritage de type. Mais si ces informations sont lisibles, ce sont des applications logicielles qui sont à l'origine et consommateurs de ce contenu de fichier. Enfin, je peux voir quand même avec mes yeux que j'ai des descriptifs avec des classes IFC devant chaque ligne qui me permettent de décrire la géométrie, les propriétés de l'objet, et chaque ligne finalement fait appel à une ligne. Si je prends ici par exemple la ligne 1155,
J'ai ici une fonction qui est IFC surface off linéaire extrusion, et puis je fais appel à des descriptifs qui sont dans la ligne 1152, 1153 et la ligne 9, avec des options derrière. Donc concrètement, lire un fichier IFC, c'est faisable, hein, mais c'est compliqué parce que je fais appel qu'à des lignes qui sont liées les unes aux autres. Donc pour ça, j'utilise des logiciels, des viewers IFC, j'en ai un certain nombre sur le marché. Je peux utiliser également Revit, qui est un viewer IFC, hein, il me permet de lire du fichier IFC. Et donc, ce format de fichier permet même d'intervenir. Si je veux intervenir dans le fichier, j'ai la possibilité de le faire. J'ai d'autres formats de fichiers que le point IFC. Hein. J'ai également l'IFC XML qui utilise le même modèle que données, mais au lieu d'une représentation ASCII, j'aurai une représentation en document XML. Donc, normalement, un document XML pourrait signifier une plus grande aisance dans l'échange des données de machine à machine. Hein. Et j'ai également ce qu'on appelle des IFC zip, qui est ce même fichier, puisque comme c'est un fichier texte, donc compressable très facilement, qui me permet d'alléger la taille du fichier de 80 à 90%. IFC zip, c'était standardisé hein, en tant que format de fichier et qu'on peut utiliser. Concrètement, si je prends le flux de production, hein, l'un des atouts principaux du BIM, c'est celui de permettre un travail collaboratif aisé. Donc, dans un passé pas si lointain, l'échange des données entre les acteurs du projet s'effectuait sur du DWG. Donc là, c'est des exemples hein, de logiciels que je peux utiliser. Mais quand j'étais en 2D, à partir du moment où je travaille en 3D et que j'étais dans un modèle collaboratif, cohérent, avec des données associées, il va falloir que j'échange non seulement la géométrie, mais également toutes les propriétés qui sont associées. Ça peut être des propriétés de matériaux, des propriétés de performance. Hein. Donc ça va être le flux de production pour générer la maquette IFC. Dans la phase d'exploitation, le modèle IFC continuera à vivre et pourra par exemple être utilisé dans une gestion de patrimoine, dans une gestion de dossier technique, dans une gestion technique de bâtiment. Et si dans le futur une extension du bâtiment devrait être ajoutée, cette même maquette permettra un gain de temps bien sûr considérable. Les informations contenues dans la maquette permettront une analyse rapide de l'existant et de sa capacité à recevoir cette extension. Actuellement, le secteur de la construction, on est dans une phase de transition. Donc les entreprises doivent apprendre à utiliser efficacement les nouveaux outils de conception 3D. Déjà, les produits comme Revit. Et souvent, dans le même temps, comprendre les pratiques d'interopérabilité, ce qui est un peu plus compliqué. De nombreuses grandes entreprises donc utilisent déjà des solutions BIM complètes et s'attachent aujourd'hui à traiter de façon optimale les échanges pluridisciplinaires. Après, deux options, soit je travaille dans la même maquette, je vais travailler dans une maquette propriétaire, soit je mets en place des process qui me permettent de travailler à travers le format d'échange IFC. Également, quand je travaille avec des logiciels qui sont différents, imagine par exemple Archicad et Revit ou d'autres produits, concrètement, je vais pouvoir utiliser l'IFC, mais quelquefois je vais utiliser même des outils, des plugins qui sont développés par exemple les gens d'Archicad qui permettent d'aller directement et de faciliter le traitement pour aller vers Revit. Quelquefois, ces plugins sont plus intéressants que de passer par l'IFC, puisque quand je vais travailler avec l'IFC, le paramétrage d'export, il est important. Donc, si je maîtrise pas complètement le paramétrage d'export, dans Revit, si j'importe, par exemple, si je lis, j'aurai pas toutes les informations. Donc ça va être sur la partie du flux de production. Alors, le seul véritable point commun des professionnels qui vont échanger les données du projet avec les logiciels métiers, c'est que tous ils appartiennent au monde du BIM et du bâtiment. D'accord, du monde du bâtiment. Donc ils ont la même culture, même si leur métier se décline en spécialité, et au cours d'une opération de construction, tous travaillent sur un bâtiment unique, même si chacun voit cette construction d'un œil différent. On dit selon des vues différentes. Comment découper l'information descriptive du bâtiment que tous reconnaissent comme complexe pour structurer en vue des échanges? Car il faut bien définir une hiérarchie dans cette information qui permette d'atteindre le niveau de détail requis pour les logiciels les plus exigeants. Par exemple, ceux qui font les études de prix, ceux qui font du calcul thermique, ceux qui font de la simulation structurelle. Donc j'ai une structuration du fichier qui est importante. Les IFC ont choisi la méthode la plus logique, celle qui a le plus de chances d'être comprise par les professionnels du bâtiment du monde entier et qui plus est majoritairement employée dans les logiciels techniques.
il représente le bâtiment non par des dessins, mais comme une organisation d'ouvrages et de composants. Tous les professionnels du bâtiment ont vécu un de ces concepts, c'est-à-dire un composant, soit un objet industriel, donc préfabriqué que l'on apporte sur le chantier, par exemple une porte, un sanitaire, un tube, soit c'est un constituant d'un composant plus important qui est dimensionné sur le chantier, isolation, cloison, plaque, par exemple, cloison par plaque, soit il est ouvragé sur place. Donc ça peut être le béton qui est coulé, le béton de fondation, plancher, mais il y a aussi la peinture qui est un composant donc ouvragé sur place. Avant ou après leur insertion dans le bâtiment, ils sont matériels, visibles et palpables. On peut bien sûr les représenter par un dessin, ou au moins on peut associer leur existence à une partie du dessin des plans. Mais cette condition n'est pas fondamentale pour qu'une entité du bâtiment appartienne à la liste des entités objets reconnus par les IFC. On verra qu'on a, à partir de ce moment-là où on décrit les objets en tant que tels, on va avoir un problème de découpage. Un mur, si je prends un voile, il peut appartenir, ou si je prends un B13 par exemple, pourrait appartenir à plusieurs découpages. Donc c'est pour ça que dans Revit, on a une fonction qui n'est pas toujours utilisée dans les bureaux d'études, mais qui s'appelle les éléments. Les éléments servent bien à découper le même objet sans modifier la partie, je dirais, conception dans Revit pour le projeteur ou l'ingénieur qui va travailler dedans, mais ça permet donc de diviser, entre autres, un objet, mur par exemple, ou n'importe quel objet, en éléments. D'accord? Et donc attribuer des fonctionnalités ou des classes IFC qui peuvent être avec des paramètres IFC qui sont différents. Le format IFC. D'accord? Donc les IFC ont prévu 3 types d'informations associées à un composant. Soit son appartenance, donc les 3 types d'informations, c'est son appartenance à une classe, c'est un mot que je vais souvent utiliser, la classe, d'accord? Ses propriétés, on appelle également les attributs, les propriétés propres de l'objet, et puis ses relations, puisque tous les objets sont en relation des uns aux autres. Si je prends par exemple la plaque de BA13 qui est collée sur un support béton, j'imagine qu'elle est collée par exemple, j'ai bien une relation entre la plaque de BA13 et le voile béton. Donc ça, il va falloir que je le gère dans les IFC. Au même titre que je pourrais aller un peu plus loin dans le détail, entre les deux, j'ai la colle. Donc la colle peut être également un objet. Donc j'ai le BA13 qui est en liaison avec la colle, qui elle-même est en liaison avec le béton. Donc tout ça, il faut que je le décrive. Alors, je vous rassure, concrètement, il y a les savants qui travaillent chez Building Smart et Media Construct ont travaillé sur cette décomposition. Et donc proposent un descriptif de toutes ces classes d'objets et les relations qu'il peut y avoir. Il faut toujours avoir en évidence quand je suis dans un bureau d'études, quand je suis dans un cabinet d'architecte et qu'on me demande de travailler dans un projet BIM et que je vais travailler en IFC, alors de solutions, soit j'ai besoin de BFC pour communiquer avec des acteurs qui utilisent d'autres logiciels, soit on me demande de faire un livrable IFC, je vais me cantonner à ce que je dois livrer. Je ne vais pas regarder toutes les classes d'objets, tout ce que comporte un format IFC, sinon j'y passerai beaucoup plus de temps que le projet. Donc il y a 2 familles de propriétés qui impliquent une complexité différente dans les IFC, les propriétés qui sont propres aux composants, d'accord, donc comme les dimensions, les matériaux, les surfaces, les volumes, et les propriétés contextuelles, qui sont la conséquence de l'environnement existant autour du composant dans son voisinage immédiat. Je reprends l'exemple, si une chape rencontre un mur, il faut prévoir à leur contact un joint résilient. Le plus souvent, le joint au porteur de la chape sera considéré comme une propriété contextuelle de la chape due à l'existence du mur vertical. Alors remarquons qu'il y a 2 moyens pour un logiciel de se rendre compte de cet environnement. Soit il est intelligent, il est capable d'aller voir lui-même ce qui se passe et établit lui tout seul, et notamment Revit fait cette partie-là, une relation entre le composant et chaque composant voisin, ou bien c'est à l'utilisateur d'informer le logiciel de l'existence d'une relation. Les relations sont donc des informations essentielles dans les IFC. Heureusement, les relations les plus courantes s'établissent à l'insu de l'utilisateur. Donc aucun effort ne
vous sera demandé. C'est en général vrai dans le logiciel de CAO pour les relations entre même classes de composants. Si je mets deux morceaux de mur en contact, le dessin de la jonction est automatique. Le logiciel établit une relation de calage, d'accord, entre ces donc deux composants. On voit que l'utilisateur est confronté à plus ou moins de travail de saisie, selon d'abord sa position dans la chaîne d'exploitation des données du projet, et ensuite, surtout selon l'intelligence du logiciel qu'il exploite. Celui qui va souffrir le plus, a priori, c'est celui qui décrit le bâtiment pour la première fois, et qui doit créer le premier fichier finalement IFC, car il est situé au début de la chaîne. C'est donc, en principe, dans un projet de bâtiment, l'architecte. Il doit être fort en thème quand il parle IFC, alors que la majorité des autres partenaires doivent être surtout bons en version. De tous les logiciels techniques de métier, c'est le logiciel de conception qui doit être le plus intelligent, dans le sens d'une économie de saisie pour que la description du projet soit en conformité avec les IFC et ne devienne pas une opération fastidieuse. De surcroît, source d'erreur. Donc à retenir, les IFC représentent le bâtiment non par des dessins, mais comme une organisation de composants et d'ouvrages. Un objet IFC véhicule 3 types d'informations. Il appartient à une classe, il possède des relations, et il est qualifié par des propriétés. La tâche essentielle avant d'exporter ces données est de décrire ces propriétés dans son logiciel. Si l'architecte n'est pas au point sur les IFC, puisque c'est lui qui crée la première maquette, attention de danger. Et je l'ai vu, et nous l'avons vu dans plusieurs projets, quand à un moment donné on doit faire des livrables en IFC et que l'architecte n'est pas à l'aise dans les IFC, les bureaux d'études derrière souffrent mortellement pour pouvoir travailler efficacement. Donc à partir de ce moment-là, d'accord, si je prends un objet comme une porte, par exemple, un objet, donc dans une équipe, chacun va jouer son rôle, comme dans une pièce de théâtre. Donc concrètement, cette porte, c'est l'objet porte. À cet objet, d'accord, je vais associer ce que l'on appelle une classe d'objet. Également des relations, comme je disais tout à l'heure, et puis des propriétés qui sont définies. Tout ça, c'est normé dans la norme IFC. Donc j'ai pas d'invention à faire. Et Revit travaille efficacement sur cette partie-là. Mais cet objet, il est également, je vais avoir un descriptif qui va être fait sur les méthodes de conception, sa mise en œuvre, ses contraintes, la simulation, le montage, le planning, les coûts, même les intervenants qui vont intervenir sur l'objet porte. Et c'est cette partie-là souvent qui est un peu complexe quand on va regarder dans la partie IFC. Donc, concrètement, si vous voulez, dans chaque fois, je vais associer à l'entité une classe, des relations, des propriétés au sens IFC du terme. Tout ça, c'est décrit dans un schéma, d'accord, dans une décomposition. Cette décomposition, vous l'avez vu certainement si vous avez été sur le site de Building Smart ou de Media Construct. On a une description qui va tout simplement qui est normalisée par l'ISO au sein des groupes de travail de STEP et sert aussi dans les autres secteurs d'activité du bâtiment. Les IFC, bien sûr, ne réinventent pas le monde. On s'appuie sur déjà des descriptifs qui sont existants. On puise directement dans cette bibliothèque publique pour parfaire le niveau plus détaillé de description des objets. Les IFC nomment ce dernier niveau, donc ce niveau de description, les ressources qui se divisent en information, pour information en classe. Donc on va retrouver les acteurs, les géométries, les classifications, les propriétés, les matériaux, utilitaires, coûts, formes, etc. Autre exemple de décomposition, d'accord, je vais avoir une décomposition sur les spécialisations. D'accord, les spécialisations, les IFC formalisent des objets moins abstraits que ceux du noyau en 6 classes principales, qui sont appelés les extensions. On va avoir les contraintes notamment, les documents, les supports de modélisation, l'aide à la modélisation, les procédures et les méthodes. Un autre niveau abstrait, et là on va refaire ce schéma-là, mais pour le comprendre un peu mieux, d'accord, un autre niveau abstrait qui a été créé dans les IFC, qui permet de faire de partager les informations et les objets communs. C'est le cas donc de ce qu'on appelle les éléments partagés. À quoi ça sert plus précisément? Si on admet qu'il existe 3 classes d'éléments, d'après les IFC, qui recouvrent la totalité des éléments que l'on peut trouver dans un bâtiment, on va avoir les éléments constructifs, porteurs, remplissage, de gros œuvres, les éléments qui sont relatifs aux équipements,
et les éléments spatiaux, les locaux. Donc alors à ce niveau, donc ça permet d'établir une correspondance entre les objets IFC des 6 extensions évoquées avec le niveau le plus spécialisé d'information du modèle IFC. C'est pour donc cette raison aussi que ce niveau est appelé interface, c'est-à-dire la liaison ou la correspondance entre les activités du domaine et la liste des objets IFC en extension. Les éléments permettent aux objets IFC d'être partagés donc entre les domaines. C'est ça qui est important dans la structuration du fichier IFC. Concrètement, moi qui suis projeteur et je dois travailler avec Revit, normalement je n'ai pas à me soucier de ça. C'est fait, c'est décrit dans la norme. Donc chaque partenaire d'une opération qui partage les données d'un projet de bâtiment manipule des éléments qui vont être communs à tous et d'autres qui lui sont réservés. Qu'est-ce qui est commun? Par exemple une pièce. Une pièce est commune à plusieurs éléments. Dans la révision 2 du modèle IFC, 4 principaux domaines donnent naissance à des objets qui sont spécifiques, et plus précisément la signification des objets plus génériques, ce qui n'interdit pas qu'on puisse décrire d'autres domaines dans les IFC. Donc on va avoir l'architecture, les études de prix, par exemple dans la version 2, l'organisation des locaux et la climatisation et le chauffage. Par exemple, la mission de l'architecte est surtout de décrire le bâtiment dans son état final. Il manipulera surtout les extensions de composants, documents, les supports de modélisation. Au contraire, les ingénieurs, donc il ne s'occupera pas beaucoup des procédures et des méthodes. Au contraire, les ingénieurs des BET et du chantier qui trouveront avec ces autres concepts l'occasion de modéliser à la fois les données du projet vues pour leur métier, mais aussi les données propres à leur métier. Si cette activité de description porte sur des éléments constructifs, encore, ce ne sera pas les mêmes objets du noyau qui seront sollicités si à un autre moment la description porte sur l'organisation spatiale. Notons que d'après sa mission, rien n'interdit à un acteur de renseigner ou d'exporter des objets qui sont définis dans plusieurs domaines d'activité. Nous sommes en mesure de comprendre à un niveau général comment s'organise l'information technique dans un modèle IFC à partir des concepts évoqués, regroupés donc, dans ce schéma. Ce schéma essaye de rendre compte du fonctionnement du modèle. En fait, pour être plus clair, il faut explorer les schémas qui prennent en compte d'une façon explicite toutes les classes d'objets, toutes les relations, toutes les propriétés, et qui explicite aussi le type particulier de relation entre classe d'objets qui est l'héritage, car c'est elle qui structure véritablement cette masse d'informations. C'est le fil conducteur du modèle. Mais bien sûr, ces tableaux sont volumineux, plus d'une centaine de pages. D'autre part, ils sont dessinés à un formalisme qu'il faut avoir étudié, donc pour exprimer les contraintes temporelles, les contraintes dynamiques, etc. Niveau détail, c'est une affaire de spécialistes, les professionnels du bâtiment chargés de modéliser les besoins de la profession en termes de système d'information, les informaticiens chargés de développer les logiciels compatibles. Si je prends juste le dernier tableau, une porte en IFC, d'accord, donc je vais avoir, nous, on va s'occuper, c'est une classe 8, donc on va avoir la porte ici, qui est décrite, on va avoir ici les propriétés. Donc la porte, dans la description, dans la classe IFC porte, j'ai 2 paramètres, le paramètre de la hauteur et le paramètre de la largeur. À ça est associé donc des jeux de propriétés, où je vais avoir ici des jeux de propriétés comme l'identifiant, sa résistance au feu, et entre parenthèses, ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que c'est un label, c'est une valeur, c'est un identifiant, c'est un ratio qui va de 0 à 1 par exemple pour le gain de chaleur solaire. Donc concrètement, ça c'est ce qui est décrit dans la norme IFC. Et si je vais aller tout à l'heure sur le descriptif de la norme, concrètement j'ai pas à inventer ou quoi que ce soit. Ce qu'il va falloir dans Revit, c'est que je retrouve ces champs, alors qui sont déjà prévus. Il y a dans le modèle Revit, il y a des champs automatiquement qui sont convertis en IFC, mais il y en a peut-être certains que je vais devoir rajouter dans mon fichier gabarit, ce qu'on va voir après. Et donc, cette porte-là, elle appartient à ce qu'on appelle les éléments de construction, dans lesquels je vais retrouver les fenêtres, les poteaux, les escaliers, les toits, etc., etc. Cet élément de construction, il appartient lui-même à une classe d'objets qui décrit les éléments de distribution, les éléments électriques, les éléments d'assemblage, les éléments de bureau, de mobilier, etc., qui eux-mêmes appartiennent à une classe dans laquelle on va retrouver la classe des annotations, des grids, je cherche le nom en français, ça va me revenir. Cette classe ensuite appartient
également. Donc on remonte sur ce qu'on appelle le produit, IFC Product, et puis là on va voir les acteurs, le contrôle, le process, etc. pour remonter finalement jusqu'à la racine. La plupart du temps, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, ici. C'est ce qu'on nous demande. C'est de récupérer un certain nombre d'informations, de paramètres, pour soit intégrer dans la gestion de patrimoine, soit pouvoir échanger un certain nombre d'informations avec les acteurs. Au-dessus, c'est plus l'affaire du BIM manager ou de la personne qui va être sensible à la gestion de la data du fichier IFC. Dans Revit, comment ça va se passer? D'accord. Dans Revit, là, j'en ai terminé un peu pour expliquer un peu ce qu'est le modèle IFC. Dans Revit, la première chose, c'est qu'il faut que je charge l'outil IFC. Donc je vais le chercher dans les applications, je peux aller chercher sur SourceForge, et là je vais le télécharger et l'installer dans mon logiciel Revit. Je peux l'avoir également dans le fait d'aller télécharger mes plugins avec mon contrat de souscription. D'accord. Donc l'installation c'est extrêmement simple, j'ai juste à faire exécuter. D'abord il faut que je ferme quand même Revit pendant cette opération. Ensuite, l'IFC, le traitement des IFC dans Revit, ça va se comporter, quand j'ai un fichier IFC et que je dois l'intégrer dans Revit, je peux l'intégrer de deux façons. Soit je vais ouvrir le fichier Revit directement le fichier IFC directement à partir de Revit. Grosso modo, pour voir un peu comment ça se passe, ça peut m'être utile. Mais c'est très rare quand je vais travailler de cette façon-là, puisque là, je vais avoir une conversion qui va se faire. L'avantage quand même de ça, c'est que je vais pouvoir récupérer des nomenclatures automatiques qui vont venir du fichier IFC et qui vont me permettre de comprendre comment ce fichier il a été fait. Donc je peux ouvrir directement le fichier IFC. La plupart du temps, quand je suis dans une équipe pluridisciplinaire, je vais plutôt travailler avec une liaison de fichiers, comme si c'était une référence externe pour ceux qui travaillent sur AutoCAD, mais grosso modo, je vais lier le fichier IFC. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller voir notamment les modifications qui sont apportées dans le fichier IFC. Mais n'oubliez pas, le fichier IFC, c'est un descriptif qui est transformé par Revit avec ses propres objets. Donc à chaque fois, il y a une conversion qui se fait. Et d'ailleurs, je le vois, si par exemple j'exporte un fichier IFC à partir de Revit et que je le réimporte, et que je fais ça 5-6 fois, on va voir qu'à un moment donné, je vais avoir des informations, des paramètres qui sont plus lisibles. D'accord. Donc grosso modo, dans Revit, si je prends maintenant et je vais aller visualiser dans Revit, tout l'important dans Revit, c'est que quand je vais ouvrir un fichier, je vais créer par exemple un fichier, je vais faire un nouveau fichier avec un gabarit architectural, concrètement, je vais retrouver ces options où ça, je vais les retrouver ici, d'accord. Quand je vais exporter, je vais pouvoir exporter directement en IFC et visualiser ici les options, d'accord, donc d'exportation, c'est-à-dire de la catégorie Revit. Alors bon, je ne vais pas expliquer ce qu'est Revit, mais en gros les objets sont catégorisés et sont cette catégorie. Comment ça va être, dans quelle classe IFC ça va être répertorié. Et puis si je prends par exemple, je prends des portes, tout simplement, ou les poteaux, je vois que le poteau il est décrit en IFC colonne. Par contre, il n'y a pas de type IFC. Ça veut dire que là, concrètement, il faudrait peut-être que je complète mon gabarit, ma norme, au niveau de mon fichier IFC. Alors, pareil, le mur, ici, je vois que tout est exporté dans la classe d'objet IFC Web. Où est-ce que je vois ces informations? C'est les informations que je dois remplir ici. Je les vois, je vais les chercher d'abord dans la norme. Je vais ouvrir ici. Ici, si je prends la norme IFC, encore, et ça c'est la norme IFC, je vais retrouver, d'accord, le descriptif, d'accord, de ma norme IFC, dans lequel je vais retrouver comment les informations doivent être structurées. D'accord. Et là, je vois que, par exemple, pour cette classe IFC, je vais avoir un certain nombre d'éléments à mettre en place. La norme est complexe à lire, c'est pour ça que je vous invite à aller sur un site qui a vulgarisé ça beaucoup plus efficacement et qui est le site bimtech.fr, bim.tech.fr, dans lequel vous avez en plus en français
d'accord, la définition de la classe IFC et des relations et des éléments qui sont associés. Si je prends par exemple pour une porte, là, je vois bien que dans la porte, je vais avoir des attributs que je vais retrouver dans la partie IFC, et puis je vais retrouver les jeux de propriété, les jeux de propriété communs, les jeux de propriété qui concernent les portes vitrées avec les épaisseurs de vitrage, etc., et les jeux de propriété qui concernent la partie ombrage. Donc concrètement, ça c'est structuré. Et ici, il me dit, bah voilà le type que tu vas avoir. Ça va être un chiffre, du texte, un ratio, etc. Concrètement, quand je suis sur un objet, je vais prendre par exemple ici un IFC duct, d'accord, un segment, donc un segment de gaine, un type de tronçon de gaine, bah, grosso modo, je vais avoir IFC duct segment type, et puis dans les attributs, dans le type, j'aurai soit c'est un segment rigide, soit un segment flexible, soit je mettrai la définition que je veux, ou dire ce n'est pas défini à ce niveau d'étape de mon projet. Donc concrètement, ces informations, bah, si je reprendrai vite, c'est ici que je vais les retrouver. Hein, si je prends pour les segments de gaine, d'accord, je prends les gaines. Pardon. Segment de gaine. Je vais le retrouver. Réseau de gaine, par exemple, ça c'est les réseaux de gaine de fabrication. Bah, concrètement, ici, je vais dire que c'est un IFC duct segment, et puis je vais préciser que je suis en segment rigide. Attention, ça veut dire que tous les réseaux de canalisation, d'accord, alors d'ailleurs ce serait plutôt ici, hein, IFC duct segment, là ça serait IFC pipe segment, qu'il faudrait que je mette. Je vois qu'ici il y a c'est pas bon, pipe segment pour les réseaux de canalisation. Ici, je suis en IFC duct segment. Bah, concrètement, pour le réseau de gaine, je vais dire ici, bah, c'est la classe IFC duct segment. Donc, je vais bien le retrouver dans mon fichier IFC. Et le type IFC, c'est rigide. Sauf que, bah, quelquefois, je peux avoir, pour la même catégorie d'objets, des propriétés qui peuvent être différentes. Donc, je vais être obligé d'associer souvent des paramètres IFC à l'objet même. Donc c'est ce qu'on va regarder. Hein. Mais concrètement, c'est là que je vais le retrouver. Quand je vais exporter, ensuite, bah, je vais tout simplement dire j'exporte mon fichier IFC, là, et je vais tomber sur ce panneau-ci. D'accord, ce panneau d'export IFC. Concrètement, il me dit que je regarde bien la version que j'utilise, le projet que j'exporte, c'est celui qui est ouvert. Hein. Si j'avais plusieurs projets, je pourrais ouvert dans Revit, je pourrais cocher. Et j'ai les paramétrages d'export. Donc déjà, où est-ce qu'il va m'ouvrir le fichier IFC, où est-ce qu'il va me l'enregistrer. Et puis ici, je vais avoir les propriétés, les paramètres courants d'export. Concrètement, ces paramètres, je ne peux pas les changer, je ne peux que les dupliquer. Je vais les dupliquer pour créer. Ces paramètres-là, ils sont durs dans Revit. D'ailleurs, si je fais une modification des réglages, ici, il va falloir que je crée un nouveau réglage pour pouvoir modifier les éléments qui sont, les onglets qui sont derrière. Concrètement, sur ces fenêtres-là, c'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut juste voir ici, c'est que on a donc la version, dans quelle version je travaille, est-ce que je suis en version 2 ou en version 3, pardon, la 2x3 c'est la version 3 de l'IFC, puis derrière on a la version 4, hein, la version 2 c'est la version 2 tout court, hein, la version 2.2, et puis après vous avez la version 2x3 c'est la version 3. Concrètement, si j'ai besoin de modifier, vous voyez que là je peux rien cocher, je suis obligé de dupliquer, d'accord, dupliquer ici l'élément, de mettre le nom que je veux. D'accord, IFC version 2 par exemple, x3, projet FSA, et puis là maintenant j'ai la possibilité d'aller modifier les éléments. Ce qui est important dans l'onglet, enfin tout est important dedans, mais ce qui est important dans l'onglet général, c'est que ici j'ai le choix de dire quel type de fichier comment je veux générer mon fichier IFC. J'ai les phases, vous savez que dans Revit on peut créer des phases hein, pour les éléments du projet. La possibilité de découper les objets par rapport au niveau, hein, c'est important. Si un mur par exemple, il va du niveau rez-de-chaussée jusqu'au niveau 4, en cliquant ici, je vais pouvoir découper et avoir plusieurs éléments.
mais c'est une fonction que je pourrais également utiliser là. Hein, je n'oublie pas ici que quand vous avez un mur et que je crée un mur, j'ai la possibilité, ce mur, de le générer en éléments, ici créer des éléments, et quand je vais générer ces éléments, je vais pouvoir les diviser suivant des références, ces références étant soit les niveaux, soit les quadrillages. D'accord. Les grids, c'était tout à l'heure, c'était les quadrillages, hein, c'est ce que je cherchais. Ok, donc j'ai possibilité de le faire à deux endroits. Donc là, ici, quand je reprends mon export, pour aller un petit peu plus vite, je vais avoir la possibilité donc d'exporter en IFC et donc d'aller choisir de modifier mon réglage. Je ne l'ai pas sauvegardé tout à l'heure ici et de sauvegarder. Ce qui est important ici, c'est la partie, je vais dupliquer ici, la partie des limites d'espace. Alors concrètement, ça c'est une très mauvaise traduction, localisation qui a été faite par Autodesk. Hein. Ce n'est pas aucune si c'est bon, mais c'est pas premier étage, deuxième étage, ce sont des niveaux de description des fichiers IFC. Donc ça serait premier niveau de description, deuxième niveau de description. Souvent au support on a la question de savoir mais moi j'ai un bâtiment de 4 étages, comment je fais? Ça n'a rien à voir avec les étages, c'est tout simplement des niveaux de description. Si je fais de l'export IFC pour faire du calcul thermique, je vais tenir compte plutôt d'un second niveau de description qui me définit vraiment la liaison entre les matériaux, qui va me transporter également les matériaux dans la description du fichier IFC. Et puis ensuite, derrière, je vais avoir un certain nombre d'informations, d'accord, qui sont à mettre en niveau. Alors, niveau de détail, ça va être pour la représentation graphique. Est-ce que j'exporte les jeux de propriété Revit dans le fichier IFC? Ça peut être intéressant. On va voir derrière que si j'ouvre un viewer comme Solibri, j'aurai des informations qui sont plus complexes. Et puis derrière, possibilité d'exporter des éléments qui vont se retrouver dans des classes d'objets finalement, comme les vues en plan ou la notion est-ce que je peux exporter que les éléments visibles qui sont dans la vue. Donc ça va être la possibilité. Alors, pour montrer un exemple, hein, tout simplement, imaginons que je fasse ici, je vais ouvrir un projet de canalisation, de MEP. Hein. Je vais aller ici et je vais ouvrir ce projet-là, par exemple. Ok. J'ouvre, bon, c'est un format 2017, je travaille avec 2018. Et concrètement, je vais l'exporter et on va voir que je vais recharger les paramètres par défaut de Revit de l'IFC. Je ne vais pas retrouver toutes les informations bien classées. Donc là, ici, j'ouvre. Ok, et concrètement, je vois que j'ai donc un réseau, et ce réseau, donc il y a des éléments, hein, des gaines, ça c'est des éléments qui sont propres et vides, ça c'est des éléments qui sont plutôt des éléments de fabrication, qui ont un certain nombre d'informations, mais j'ai pas vraiment de paramètres IFC spécifiques qui ont été établis. Par contre, quand je vais faire l'export IFC, nativement Revit va me les dériver dans les bonnes classes IFC, mais pas complètement, pas par rapport à ce que l'on peut me demander. Donc si ici je fais fichier, exporter, et je vais aller d'abord dans mes options IFC pour reprendre ici une norme qui est, je vais charger ma norme qui est cette norme-là, par exemple, voilà, pour avoir ici la norme de base. Concrètement, j'exporte, donc je vais faire fichier, exporter au format IFC. Je vais préciser le nom du fichier, et ici je vais l'appeler test 01, d'accord. Je vais me mettre en coordination view, ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. L'IFC4, c'est ce qui a permis de dériver. On a mis plus d'objets, plus de descriptifs et plus de classes d'objets dans l'IFC4, notamment plus pour la partie conception et plus une description qui est différente pour la partie management. On reviendra sur ces sujets-là ultérieurement dans un webinaire. Donc concrètement ici, si j'exporte là,
d'accord, j'exporte l'IFC et que je visualise ici avec Solibri. Donc, je vais fermer le projet et je vais ouvrir le modèle et je vais prendre mon test 01. D'accord. Concrètement, vous voyez ici qu'il y a des choses qui sont en grise, d'accord, qui sont pas définies, qui sont définies en tant qu'objet et non pas en tant que avec des bonnes classes d'objets IFC. Si je prends ici au niveau du descriptif de mon bâtiment et que je vais dans mon niveau 0 par exemple ou mon niveau de faux plafond, je vais voir qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas décrits. Il y a bien des éléments qui sont décrits avec les bonnes informations dans la classe IFC, mais j'ai des informations qui sont décrites sous forme d'objets. Donc ça veut dire que concrètement, ça n'a pas été mis dans la classe des gaines ou des éléments, c'est des objets qui ne sont pas complètement identifiés. Donc là, si je veux modifier ça pour qu'il se retrouve dans les bons paramètres dans Revit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici aller dans mes options IFC et je vais paramétrer, d'accord, correctement les champs IFC. Alors si je prends ici, et pour pas me tromper, je vais mettre mes lunettes. Donc si je prends les accessoires de gaine, concrètement, les accessoires de gaine, ici, il faut qu'il y ait duct fighting type. D'accord. Et concrètement, je pense que dans la norme, normalement, je ne devrais pas avoir ça, par défaut dans Revit. Si je prends les canalisations, d'accord, donc les canalisations, je vais prendre les canalisations. Ici, j'ai la partie IFC pipe segment. Et si j'avais besoin de dire que c'est un type qui est un type IFC qui est pour les IFC pipe segment, et je viens ici dans ma base de données et je vais taper IFC pipe segment type, d'accord, j'ai la possibilité de mettre flexible, rigide segment. Imaginons que je veux dire que toutes mes canalisations sont des rigides segment, je vais retourner là et je vais dire ici, dans Revit, que pour mes canalisations, ok, c'est du rigide segment. Etc., etc. Donc si je prends ici les canalisations souples, je vais mettre que c'est plutôt du flexible segment. Il est possible que dans votre Revit, vous n'ayez pas ces classes qui soient renseignées. Dans mon fichier à moi, dans mon Revit à moi, c'est renseigné. Si je prends la partie des gaines, d'accord, donc je vais redescendre ici au niveau des gaines. Dans les gaines, j'ai bien du duct segment. Et puis si ici c'est un type rigide, je viendrai mettre rigide segment ici pour que ce soit conforme à ma classe. D'accord, etc., etc. Si je prends par exemple les tirants de fabrication, d'accord, on va dire que c'est le supportage, concrètement, je viens chercher ici les tirants de fabrication. Vous voyez que là ici, c'est marqué IFC Building Element Proxy. Donc si je regarde ça va être ces éléments-là, si je me rapproche ici, j'espère que vous voyez bien, voilà. Vous voyez, ces éléments qui sont en gris, à partir du moment où c'est en gris, c'est que ça n'a pas été clairement défini dans l'IFC. Concrètement, c'est un objet. Ces éléments-là, je vais dire ici dans Revit, ce que je veux, c'est que tu me les mettes, d'accord, comme la classe IFC doit les définir, d'accord, en IFC flow segment, ok, avec les types derrière qui pourraient être associés. Mais bon, j'aurai pas le temps là, de le faire. Je vais faire ça et maintenant je vais exporter, d'accord. Si j'exporte ici, concrètement, j'exporte en IFC, je vais là peut-être changer de nom. Ici, test 2, j'exporte. Et là, concrètement, je vais me retrouver ici, d'accord, si je prends Solibri, je prends Solibri pour montrer avec un autre logiciel, là, je vais vous fermer, je peux en avoir qu'un, je vais ouvrir le modèle et je vais prendre le test 2. Concrètement, si je regarde mes supports, vous voyez que mes supports, ils sont plus gris,
Je vais zoomer, vous voyez, là, ici. Maintenant, ils sont bien partie, ils font bien partie de ce que je dois avoir dans ma classification, d'accord, au niveau de mes systèmes, et je vais avoir ici une classification, je vais retrouver mes segments quelque part. Alors, je vais essayer de les mettre plutôt par là. Là, pas définis concrètement, mais vous voyez qu'ici, ils sont définis dans la classe IFC nécessaire, d'accord. Donc là, ici, de ce côté-là, le travail que j'ai à faire dans Revit, c'est de compléter donc mon fichier d'export, d'accord, mon fichier d'export ici. Alors vous allez dire, s'il faut que je fasse ça à chaque fois, il faut que je me rappelle, ça va être lourd. Concrètement, vous pouvez bien sûr enregistrer le fichier bien paramétré une bonne fois pour toutes, et puis derrière, l'export se fera automatiquement. Par contre, quelquefois, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Il faut que je mette des paramètres qui sont spécifiques aux objets. Alors là, Revit me permet de créer des paramètres qui sont des paramètres que la plupart du temps je vais mettre en paramètres partagés et qui vont être pour chaque objet de dire, chaque famille, notamment les familles chargeables, dire je veux exporter cet objet suivant telle classe et avec tel type. Et là j'ai deux paramètres à mettre qui sont le paramètre IFC export as et IFC export type. Donc là, concrètement, si j'avais à modifier la famille, j'irais ici et je dirais que je veux concrètement rajouter un paramètre, d'accord. Je vais aller chercher ici mon paramètre dans un fichier puisque je l'ai déjà généré, moi, ce fichier. Et là, concrètement, donc je n'explique pas comment on génère un paramètre dans Revit, mais concrètement, j'ai ici IFC export as que je vais charger, d'accord, et IFC export type, ok. Et donc là, je vais les intégrer dans mon fichier. Vous voyez, j'étais dans matériaux définition, c'était pas bon. Ça c'est je vais le refaire ici, ok. Je vais mettre que c'est les paramètres IFC et je vais aller chercher ici IFC export as et IFC export type. Non, je ne vois pas pourquoi il me fait ça. Il fait une erreur quelque part. Mais bon. Autre solution également que je peux faire, d'accord, c'est d'avoir déjà un fichier avec tous mes gabarits IFC paramétrés, d'accord. Donc concrètement, c'est ce qu'on utilise nous le plus souvent, d'accord. Donc là ici, je vais tout simplement fermer ça et dire je vais créer un nouveau fichier, d'accord. Ce fichier, je vais lui mettre un mur et puis une porte, d'accord. Donc concrètement, je vais mettre ici une porte là. Donc vous voyez que ici, j'ai pas de paramètre IFC spécifique tel qu'on devrait l'avoir dans le IFC d'or. Ok, IFC d'or, vous voyez, là j'ai dans les paramètres communs, je devrais avoir la partie acoustique, la partie résistance au feu, etc., etc. Donc ça, je peux, si je veux faire ça proprement dans Revit, je vais tout simplement ouvrir un fichier dans lequel j'ai mis une nomenclature avec les paramètres IFC. D'accord, donc je vais ouvrir ici mon projet dans lequel j'ai une paramètre et je vais transférer à travers les nomenclatures. Je vais aller dans le bureau. Ici. Voilà. Je vais tout simplement ajouter mes paramètres IFC à mon modèle existant. Je vais faire un WT. Je vais sélectionner cela ici dans ce fichier-là. Je vais mettre, puisque les nomenclatures, on va pouvoir les transférer, les faire un copier-coller sur une feuille. Donc je vais mettre une feuille ici dans le fichier. Et puis donc je vais prendre cette partie-là, CTRL-C, je le mets dans ma feuille, après je détruirai la feuille, CTRL-V, d'accord. Donc là, j'ai ma nomenclature, maintenant qui est dans mon projet 2,
Ok. Si ici, je viens là et que je regarde maintenant les propriétés de la porte, je retrouve les paramètres IFC qui ont été préparés dans mon fichier gabarit. Et donc, d'un simple copier-coller, je vais te faire transiter donc tous les paramètres. Si ensuite j'exporte ce fichier IFC, je vais exporter le fichier IFC en le projet 2 et je vais aller un petit peu plus loin dans les modifications des paramètres. Je vais dupliquer ça et je vais l'appeler test FFN par exemple, et que j'exporte également les jeux de propriétaires et vite. J'exporte ceci. Là concrètement, si j'ouvre le fichier dans Solibri, open, donc je vais closer ça, je vais ouvrir le modèle, je vais prendre projet 2. Si je prends la porte, vous voyez que je retrouve un certain nombre de paramètres sur cette porte, d'accord, ici. Et notamment les paramètres de résistance au feu, les paramètres de ici, si je prends la porte également, on va pouvoir le voir ici, là, les paramètres de résistance au feu, dans les jeux de propriété. Donc je vois le bien que c'est une porte extérieure ou pas, donc là ce serait dans Revit, il faudrait que je le règle, la référence, son coefficient de transmission thermique, etc. Donc les paramètres qu'on me demande de compléter dans la norme IFC. Donc sur les IFC, on peut rester toute la journée à travers, pour faire des exercices et des TD, c'est l'objectif de la formation. Donc ce que je vais ici continuer, d'accord, et jusqu'où on peut aller avec les IFC. Concrètement, on peut aller dans l'analyse, on peut faire du facility management, on peut faire de la coordination. Faire de la maquette as-built, c'est difficile aujourd'hui je parle, avec les IFC. Échanger entre les logiciels de modélisation en IFC, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir plutôt une maquette propriétaire quand je suis en conception. Maintenant, si je peux pas faire autrement, je me travaillerai avec les IFC. Mais par contre, ça nécessite des précautions parce que je dois faire transiter l'information qui est structurée en classe d'objet et en type d'un logiciel à un autre logiciel. Travailler en mode objet également, c'est compliqué parce que tous les logiciels ne travaillent pas en mode objet. Si je regarde l'utilisation quand même des IFC dans les marchés matures, et là, on a regardé ce qui se faisait en Angleterre et comment ça avait évolué depuis 2013. Donc les sources, on les a pris chez NBS en Angleterre, c'est un consortium qui fait des analyses. Et on voit quand même que globalement, sur les marchés matures, les Anglais ont quelques années d'avance par rapport à nous sur la partie Revit, on est passé de 39% à 72%. Donc l'IFC, vous y serez confronté. De toute façon, vous y serez confronté. Sauf dans le cas où on travaille sur des projets qui sont uniquement en maquette, je dirais, unique et avec un seul produit. Comment on peut vous accompagner sur les IFC? Essentiellement à travers une formation. Donc on a des ingénieurs qui travaillent sur cette formation et qui font une journée spécifique avec des travaux dirigés qui sont sur des cas concrets. On peut vous assister également et puis on peut vous préparer des gabarits de projets qui sont compatibles IFC et qui vous permettent de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà.